en question. Jacques Beaufort reçoit aujourd'hui Jean Valnet. La plupart de nos auditeurs vous connaissent, Jean Valnet, puisque vous leur répondez régulièrement au téléphone sur notre antenne le jeudi matin. Ils savent donc que vous êtes médecin, que l'on vous appelle docteur nature, car non seulement vous soignez par les plantes, mais vous pensez que la nature est sans aucun doute le meilleur médecin. Êtes-vous aujourd'hui à l'opposé de la médecine que l'on vous a enseignée? Eh bien non, Jacques Beaufort, pour la raison, c'est que la médecine qu'on m'a enseignée était justement une médecine biologique, physiologique. Et si vous me permettez de revenir un peu en arrière, au moment où je faisais mes études médicales à Lyon, puisque je suis de la faculté de Lyon, je suis même un ancien élève de l'école du service de santé de Lyon, j'ai eu la chance d'avoir comme patron le professeur Maurice Favre, et qui était originaire des Rousses d'ailleurs. Moi étant franc-comtois, on s'entendait très bien, il m'a instruit peut-être un peu mieux que certains de mes concitoyens. Et ce professeur Maurice Favre, qui était un grand crack, en ce sens qu'il avait la chaire d'anatomopathologie de la faculté de Lyon, et il était spécialiste, le grand spécialiste de la région lyonnaise en maladies vénériennes, syphilis-graphie et autres. Il avait donc été, lui, enseigné par des grands maîtres qui prescrivaient magistralement, qui faisaient des traitements sur mesure, comme on s'habille sur mesure, lorsqu'on n'a pas la taille des autres. Et par conséquent, j'ai toujours écrit mes ordonnances à la façon qu'il m'avait enseigné, c'est-à-dire même pour une simple crème thérapeutique ou une crème de beauté, nous faisions des préparations, lanoline, vaseline, oxyde de zinc, amidon, huile, on incorporait un extrait végétal ou une essence aromatique, si bien que ce qu'on m'a enseigné, finalement, c'est la médecine que je pratique aujourd'hui, je n'ai rien inventé. Je m'en excuse. Donc vous n'êtes pas en dehors de la médecine officielle? Pas du tout. Seulement, là aussi, j'ai voulu préciser de tout temps, dans mes écrits ou dans mes interviews, mes conférences, que je ne suis pas bien sûr contre la médecine officielle, mais je suis de ceux qui sont contre, formellement, l'usage anarchique des médications chimiques, des antibiotiques, de tous ces tranquillisants et autres produits nocifs. Et c'est même plus moi qui le dis aujourd'hui, je l'ai dit parmi les premiers il y a plus de 20 ans, à ce moment-là. J'étais dans le collimateur d'un certain nombre d'organisations officielles. Actuellement, j'ai l'occasion de le dire souvent, il peut se faire que je sois en retard, puisque maintenant, officiellement, on dit aux médecins, méfiez-vous des antibiotiques à haute dose et pour des temps trop longs, méfiez-vous de la chimiothérapie de synthèse, qui est une thérapeutique certes très utile et quelquefois indispensable, mais quelquefois seulement. Alors que, comme vous le savez, Jacques Beaufort, on a trop tendance en médecine à traiter n'importe qui, n'importe quoi, avec n'importe quel antibiotique précisément, ou n'importe quel produit chimique de synthèse, ce qui a fait qu'actuellement, un malade sur 7 dans les hôpitaux n'est pas hospitalisé pour une affection pulmonaire ou intestinale, mais est hospitalisé pour une maladie des médicaments. Et l'Académie de médecine française, pour ne parler que d'elle dans le cas particulier, a mis en garde déjà les médecins et les praticiens, il y a au moins 20 ans, en leur disant « Méfiez-vous, dans quelque temps, la plupart des lits des hôpitaux seront occupés par des malades des médicaments. » C'est quand même anormal et c'est tout de même contre la civilisation. Vous ne soignez-vous que par des produits naturels? Absolument, sauf, alors j'y reviens encore, sauf exception. Je prends un cas. Vous avez à traiter une méningite tuberculeuse. Il est évident que le médecin qui se permettrait de traiter cette maladie sans faire intervenir un antibiotique, dans le cas particulier la streptomycine ou un dérivé, serait un criminel. On lui reprocherait. Il passerait devant les tribunaux à juste titre. Ça prouverait qu'il ne connaît pas son métier. Mais des méningites tuberculeuses, Dieu merci, on ne rencontre pas tous les jours. Et je pourrais citer 2 ou 3 autres maladies gravissimes qui nécessitent absolument l'intervention des antibiotiques ou d'autres chimiothérapies de synthèse qui ont été créées et précisées justement pour ces affections graves. Mais pour les 95% des affections, des maladies banales, courantes, même graves, même douloureuses, je ne parle pas des bobos, je parle des maladies graves, des arthroses, des polyarthrites, des affections intestinales, des maladies pulmonaires chroniques et douloureuses, les emphysèmes,
tout ce que vous pouvez imaginer, les cystites, par conséquent les infections génito-urinaires, eh bien, dans 95% des cas, ces maladies, même longues et douloureuses, j'y reviens, ne nécessitent pas l'antibiothérapie habituelle, la médecine classique orthodoxe, qui est une médecine d'infirmier, qui est donc incomplète. Elle nécessite de bien regarder dans son clavier ce dont on peut disposer pour traiter au mieux son malade, dans le cadre biologique, dans le cadre physiologique, car il est bien connu qu'on ne maltraite pas des cellules animales en vain. Et c'est la raison pour laquelle on a créé, dans nos pays occidentaux, dans nos pays de civilisation, entre guillemets, on a créé une race innombrable de maladies allergiques, de malades chroniques, dès l'enfance malheureusement. Qu'appelle-t-on des produits de synthèse exactement, Jean Valnet? Eh bien, Jacques Beaufort, ce sont des produits qui n'existent pas dans la nature ou qu'on n'a pas extrait de produits existants dans la nature. Ils sont créés de toutes pièces. Un exemple seulement que nos auditeurs vont parfaitement assimiler. L'aspirine. L'aspirine, c'est un produit de synthèse actuellement. Mais au départ, on a trouvé, en analysant les plantes, parce qu'il y a plus d'1 siècle qu'on analyse des plantes, et actuellement, toutes les plantes connues sont constituées, en l'état actuel de la science, d'un nombre considérable de constituants, jusqu'à 600 exemples. L'arôme du café a actuellement, à notre connaissance, 608 constituants. C'est pas si mal. Le thé en avait déjà 145. Or, ce sont des chercheurs suisses, précisément, dont présentement j'ai oublié le nom et je m'en excuse bien, qui ont trouvé 46 constituants supplémentaires dans le thé. Et récemment, j'en ai fait état d'ailleurs dans un de mes bouquins, je ne sais plus lequel. Donc l'aspirine n'existait pas au moment où on savait que l'écorce de saule et la reine des prés traitaient efficacement les douleurs rhumatismales. Or, la reine des prés s'appelle en botanique Spirea ulmaria. Lorsque les analyses ont été possibles, on a donc découvert dans la reine des prés une foule de constituants, et parmi ces constituants, un produit qui est l'acide salicylique. Acide salicylique, bien sûr pour extraire ce produit qui était le produit qui, effectivement, traitait le rhumatisme et empêchait les douleurs ou les atténuait. Pour l'extraire de la reine des prés, c'eût été très onéreux et assez difficile. Alors, les pharmaciens chimistes ont fait leur travail, parce qu'ils sont payés pour faire un travail, et ils le font remarquablement. Mais c'est à nous à ne pas faire la bêtise de prendre à tort et à travers ce qu'ils nous proposent. Donc, ils ont essayé de synthétiser ce produit. L'acide salicylique naturel, venant de la reine des prés ou de l'écorce de saule, est devenu l'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine. Aspirine veut dire spirea, c'est venu de Spirea ulmaria, qui est une plante. Et les vitamines C que l'on peut acheter sous forme de pilules, sont-elles dangereuses car sont-elles également des produits de synthèse? Oui, quand vous achetez de la vitamine C chez un pharmacien, il est évident qu'on vous donne des jolies petites pilules, plus ou moins colorées, qui sont des produits de synthèse. Or, vous savez bien que la question de la vitamine C est une de celles qui a été le plus controversée. C'est bien pour cela que je voulais que nous en parlions. Eh bien, en réalité, on sait de tout temps que c'est un doping. D'ailleurs, en France, on interdit le doping à la vitamine C de synthèse aux athlètes, aux coureurs. En plus, la vitamine C de synthèse, qui est la vitamine C, vous savez que c'est Sen-Georgi qui l'a découverte, et il a eu le prix Nobel en 1920, ou je ne sais plus exactement la date. Cette vitamine C est appelée également vitamine antiscorbutique. Or, malheureusement, on s'est aperçu très rapidement que la vitamine C du pharmacien ne pouvait pas guérir un scorbut, donc elle n'avait d'antiscorbutique que le nom. Et alors, plusieurs savants, plusieurs chercheurs se sont penchés sur le problème, et ils ont trouvé que le chou, les pamplemousses, les agrumes d'une façon générale, l'oignon, d'autres légumes très riches en vitamine C, eux, guérissaient le scorbut. D'ailleurs, ce ne sont pas les médecins qui l'ont dit, les premiers, ce sont des navigateurs. Cook et Bougainville. Vous voyez qu'il n'a pas besoin de médecin de temps en temps pour faire des trouvailles. Exemple Pasteur, Auguste Lumière, que j'ai bien connu à Lyon à l'époque. Et donc, il n'est pas nécessaire d'être médecin pour faire de la bonne médecine, dans le cas particulier. Alors, les chercheurs, dont le professeur Paris, qui est actuellement le président de l'Académie de pharmacie française, et de ceux qui ont le plus travaillé sur cette question, ils ont découvert que si les légumes pouvaient guérir un scorbut, c'est que la vitamine C pouvait agir
parce qu'elle avait une vitamine de complément sans laquelle elle ne pouvait pas avoir d'action. Cette vitamine, elle a été diagnostiquée, elle a été découverte et on l'a baptisée C2. Et alors, ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est que la vitamine C de synthèse, qui est unique, qui n'a pas son complément C2, si elle devait être efficace et vendue en pharmacie, devrait être accompagnée d'une C2. J'ai posé la question au professeur Paris, et actuellement, le problème est beaucoup plus complexe. C'est là justement où on s'aperçoit que la biologie, ce n'est pas de la mécanique, ce n'est pas de la plomberie, et qu'on ne sait pas comment on peut adjoindre la vitamine C2 de synthèse à la vitamine C. Alors vous voyez, vitamine C naturelle efficace, active, d'un côté, de l'autre côté, vitamine C de synthèse, inactive sur le scorbut. Il en est en fait de même d'ailleurs pour les antibiotiques souvent, car les antibiotiques dits de synthèse arrivent à ne plus être efficaces au bout d'un certain temps, alors qu'il existe des antibiotiques naturels qui, eux, restent toujours efficaces. Oui, Jacques Beaufort. Et puis en plus, ce que nos auditeurs ne sont pas obligés de savoir parce que ce n'est pas leur métier, mais c'est à nous à leur apprendre, c'est qu'on a découvert déjà des antibiotiques dans 1200 espèces de végétaux. Si bien que les anciens qui traitaient les plaies ordinaires ou les plaies infectées par des emplâtres de plantes agissaient remarquablement. Et moi, personnellement, j'en ai eu une expérience extraordinaire en Indochine lorsque j'avais mon antenne chirurgicale au Tonkin. Je n'effectue de la chirurgie de guerre. Lorsque nous relevions des blessés qui avaient passé 4 jours et 4 nuits sur le terrain dans une atmosphère que vous connaissez bien, 45 degrés plus ou moins humide, leurs plaies, normalement, devaient m'arriver gangréneuses. Eh bien, lorsqu'il s'agissait de soldats d'origine noire ou de soldats vietnamiens ou vietmines, ces gens-là connaissent toujours les plantes, et lorsqu'ils étaient sur le terrain, ils s'arrangeaient pour arracher des plantes et se les appliquer sur les plaies. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans mes bouquins, et nous en avons parlé dans de nombreuses conférences dans les facultés, à mon retour d'Indochine, n'est-ce pas, en 1953. Et alors, lorsqu'on m'apportait ces blessés, la première chose que nous faisions, c'était évidemment de les remettre en état, de leur faire une perfusion de plasma ou autre chose, et on découvrait leurs plaies. On enlevait cet emplâtre de plantes qu'ils s'étaient fait eux-mêmes. Et j'avais sous cet emplâtre de plantes des plaies remarquablement roses, pas infectées du tout. On aurait pu les suturer primitivement, primairement comme on dit en chirurgie. Je ne le faisais pas quand même parce qu'une plaie de guerre, on doit la laisser un peu tranquille avant de la suturer. Mais j'aurais presque pu suturer ces plaies qui n'avaient aucune trace d'infection. Ça prouve que les plantes avaient agi. Et comment? Par des principes antibiotiques. Existe-t-il, Jean Valnet, des laboratoires qui travaillent sur les thérapeutiques naturelles? Énormément. Et parmi les plus grands de tous les pays du monde, mais ils ne vont pas évidemment le dire spécialement sur les toits, pour certaines raisons, peut-être une certaine déontologie, mais j'envisage, sans les nommer bien sûr, parce que nous ne sommes pas ici pour faire de la publicité, je pense que c'est interdit en Suisse comme en France et ailleurs. Il y a 3 grands laboratoires français, pour ne prendre que les Français, cotés en bourse, donc des très grosses maisons, qui vivent presque exclusivement sur des produits d'extraction naturelle. Je prends un cas, vous avez des dragées pour la circulation d'une part et pour une mesure visibilité. Eh bien, ces dragées sont uniquement constituées d'extraits de myrtille. Il n'y a pas autre chose. Le laboratoire a déjà fait des sommes colossales avec seulement ce produit. Je prends un autre cas, un autre gros laboratoire, très très gros, a mis au point il y a 5 ou 6 ans un nouveau sirop contre la toux. Vous savez qu'il existe beaucoup de sirops contre la toux, mais malheureusement, on y a ajouté des antibiotiques. C'est pour faire la mode, c'est parce que c'est comme ça, parce qu'on a tellement polarisé la plupart des médecins sur les travaux modernes, dits modernes. On met un antibiotique qui ne sert à rien. Eh bien, ce très gros laboratoire a mis au point un sirop contre la toux qui contient uniquement du lierre, un extrait de lierre. Il a fait déjà des millions et des millions avec uniquement ce sirop, qui est d'ailleurs très prisé par les médecins, et qui prescrivent ce sirop sans savoir qu'il est uniquement fait de lierre. Mais il y a beaucoup de médicaments naturels? Beaucoup. Et justement, ça, vous me posez une question très intéressante qui me permet d'ailleurs de m'expliquer ici. Vous savez que j'ai une équipe de recherche, qui est une association d'études et de recherche en France officielle. J'ai une trentaine de professeurs de faculté, parmi les plus grands, et nous travaillons évidemment à de nouvelles recherches. Et j'ai par ailleurs des élèves et collaborateurs, puisque j'ai une très belle équipe de médecins. Eh bien, au départ, lorsque je prends des élèves que j'ai à leur expliquer ce que c'est que la thérapeutique, je leur dis, d'abord, vous allez ouvrir le dictionnaire des spécialités de nos pharmacopées, qu'elles soient françaises, suisses ou de nos pays. Et à la 100e page ou la 50e, même, ça vous suffira, vous vous arrêterez, mais vous allez noter tous les produits qui contiennent des plantes uniquement ou des produits qui contiennent une majorité de plantes. Eh bien, actuellement, dans nos pharmacopées, en pharmacie, vous avez plus de 60% de produits thérapeutiques qui contiennent
des plantes, des essences aromatiques ou des extraits animaux qui font partie de notre thérapeutique aussi. L'extrait animal a toujours été de toutes les pharmacopées depuis que le monde est monde, et elles font partie de notre médecine. Parce que nous ne sommes pas uniquement des médecins qui soignons avec les plantes ou les essences aromatiques, nous sommes des médecins, enfin tout au moins c'est la synthèse thérapeutique que j'ai proposée il y a plusieurs années, que j'ai écrite dans mes bouquins. Nous considérons que tous les malades, puisqu'on peut se traiter aussi préventivement, on pourrait y revenir, mais tous les malades doivent avoir dans leur traitement au moins, comme traitement de base, des préparations d'ordre végétal, ce qui ne nous empêche pas de donner à l'un du magnésium, à l'autre de l'iode, du soufre, des extraits de foie, qui sont des extraits animaux, donc qui ne sont pas des plantes, mais ça fait partie de notre synthèse thérapeutique. Il existe, vous l'avez dit il y a un instant, Jean Valnet, donc des laboratoires qui travaillent sur des thérapeutiques naturelles. Il y a beaucoup de médicaments naturels. Alors comment expliquer qu'il y a si peu de médecins qui donnent ces produits naturels? Eh bien malheureusement parce qu'on ne le renseigne plus en faculté depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs en ce qui me concerne un scandale. Je ne suis non plus le seul à le dire. Même officiellement, les grands maîtres de nos facultés, en France et en Suisse aussi j'en connais, disent du haut de leur chair que l'enseignement doit être réformé. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que pour faire un bon médecin, on a estimé, je ne sais pas pourquoi, personnellement, personne n'a pu m'en donner la raison, que pour faire un bon médecin, il fallait déjà les gaver de mathématiques, comme si pour palper un foie, regarder si un œil est jaune, il fallait être un champion de Polytechnique. Donc l'enseignement est mal fait de ce côté-là. Mais il est mal fait également au titre de la thérapeutique. On enseigne les thérapeutiques nouvelles, chimiothérapiques. Tout de même, il faut bien dire que personne n'est plus aveugle à ce sujet. Même dans la population, les journaux s'en sont assez exprimés. On sait qu'il y a des impératifs financiers extraordinaires, l'industrie pharmaceutique dans nos pays étant la première ou la seconde. C'est-à-dire que si on chamboulait tout, peut-être qu'au point de vue économique, il y aurait des réajustements à faire dans nos pays et les gouvernements se trouveraient peut-être débordés. C'est possible. Mais donc, pour cette raison certainement, on enseigne encore exclusivement les thérapeutiques dites modernes, chimiothérapiques de synthèse, en négligeant tout à fait, par exemple, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'acupuncture, l'homéopathie, d'autres thérapeutiques ou autres procédés de traitement qui ont de tout temps été enseignés dans nos facultés et qui ont fait de tout temps d'excellents médecins. Donc je pense, moi, personnellement, que dans quelque temps, dans un avenir que je ne peux pas évidemment prévoir, je ne suis pas dans le secret des dieux, même les grands professeurs de faculté n'en savent pas plus que moi, mais nous pensons que dans quelque temps, il y aura à nouveau dans nos facultés des chaires de phytothérapie. Et c'est le grand mal que je souhaite aux malades.
Vous dites, Jean Valnet, il faut soigner par les plantes, mais les plantes peuvent-elles pratiquement soigner toutes les maladies? Bien, Jacques Beaufort, je reprends une phrase que j'ai dite tout à l'heure, que, en ce qui me concerne, je n'engage que moi, et les médecins de mon équipe et les professeurs de mon équipe, que 95% des affections sont justiciables de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes, et de l'aromathérapie, c'est-à-dire la médecine par les essences des plantes, les huiles essentielles, c'est la même chose, mais en spécifiant que pour nous, c'est un traitement de fond obligatoire. Et nous adjoignons là-dessus d'autres produits que nous estimons nécessaires, les oligoéléments, je reviens sur le magnésium, le fer, le cuivre en catalyse, qui est un anti-anémique et un antidégénératif, l'iode, le soufre, les cures thermales quand il nous les faut. Or, le thermalisme, pour reprendre une question tout à l'heure très rapidement, le thermalisme n'est pas enseigné en faculté, ce qui est aberrant, étant donné que déjà les Romains, qui est tout de même pas plus bêtes que nous, soignaient de nombreuses affections par le thermalisme. Alors on revient peu à peu au thermalisme, alors qu'une cure thermale bien indiquée est capable d'améliorer à 80% certaines affections, ou même de guérir, bien que le terme de guérison, nous le savons, et je le redis ici, est un terme à employer prudemment, parce qu'on est guéri jusqu'à ce qu'on tombe malade. Mais il vaut mieux pas tomber malade dans les 10 jours qui suivent un traitement agressif, dont le malade n'était pas justiciable. Alors pour répondre à votre question, en ce qui me concerne, mettons 90% pour être honnête, 90% des affections, même graves et douloureuses et longues, sont justiciables des procédés de traitement d'extraction naturelle. Peut-on soigner le cancer par les plantes, Jean Valnet? Mais bien sûr, de tout temps, on sait que certaines plantes sont antidégénératives, donc anticancéreuses. Je vais revenir en quelques minutes, pour ne pas être trop long, par définition, comme dirait la palisse, je vais revenir sur la question du cancer. Il y a seulement une dizaine d'années, le médecin, praticien, ou même le professeur de faculté, qui se permettait de dire qu'il pouvait traiter certains cas de cancer autrement qu'en amputant l'individu, l'intéressé, et en l'abreuvant de rayons qui le brûlaient, celui qui se permettait de dire ça était assez mal vu de la corporation. Or, il y a eu un congrès très important à Tokyo en 1966. Et à ce congrès, où assistaient plusieurs milliers de médecins venant de toutes les parties du monde, on a dit pour la première fois officiellement, et sauf toute modestie de notre part, nous l'avions écrit, nous, 15 ou 20 ans auparavant. Enfin, je dis nous parce que je ne suis pas le seul. Eh bien, on a dit pour la première fois que cancer ne voulait pas dire exclusivement bistouri plus rayon. Et que beaucoup d'autres procédés devaient être envisagés. Parce qu'en définitive, le médecin qui soigne le mieux ses malades, c'est celui qui a le plus de recettes dans sa giberne. C'est pas difficile. Alors il faut avoir un clavier aussi étendu que possible. Alors je reviens aux plantes. Eh bien, sont considérées depuis très longtemps comme ayant des propriétés antidégénératives, donc anticancéreuses, la sauge, le cyprès, l'estragon, la ciguë a empoisonné Socrate. On lui a donné un grand bol. Nous, pour soigner les cancers, nous ne donnons pas un grand bol de ciguë. Nous donnons des préparations en dilution de ciguë, dont le nom botanique est conium, et ces ampoules, on les donne en ampoules buvables, eh bien ces ampoules sont prescrites par un certain nombre de médecins et les pharmaciens connaissent parfaitement le conium. Voilà donc déjà 4 plantes que je vous cite et qui ont des propriétés antidégénératives. Peut-on, Jean Valnet, craindre certains effets secondaires qui seraient dus justement à des soins par des plantes? Eh bien voilà, ça c'est une question très judicieuse. Je n'y aurais pas pensé à le placer dans mon raisonnement. Vous savez que ce qu'on reproche le plus aux médicaments de synthèse agressifs trop forts, et parce que également, j'y reviens, donnés à des doses trop fortes, pour des durées trop longues, quelquefois certains malades avalent des antibiotiques pendant un an ou deux, alors qu'on ne leur avait pas demandé en plus, parce que certains malades se disent, il y a des malades, il faut bien le dire aussi, qu'il est très difficile de soigner par d'autres traitements, ils veulent le dernier produit qui coûte le plus cher, c'est pas eux qui payent, alors ils s'en foutent, ils s'escatent, enfin, c'est comme ça. Eh bien, on sait donc qu'une des raisons qui ont fait pousser des cris d'alarme de plus en plus rapprochés chez tous les officiels, c'est les effets secondaires des produits chimiques de synthèse et en plus les interactions qui entraînent des mutilations ou des morts. Et par centaines, ce n'est pas des cas isolés. Eh bien, les plantes, en ce qui les concerne, sont susceptibles de donner des effets secondaires, oui, mais très limités dans le temps et jamais graves. Et elles sont immédiatement réversibles lorsqu'on arrête la thérapeutique ou qu'on diminue les doses. Et là, je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée assez souvent lorsque je consultais.
Une personne venait me voir, elle avait vu 30, 40, 50 médecins quelquefois. 131 médecins avant moi, j'étais le 132e, je me suis toujours demandé comment elle n'était pas morte. Je l'ai félicitée sur son état de santé. Et évidemment, elle avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Le cœur ne marchait pas, elle digérait mal, les intestins étaient noués, enfin, vous voyez le travail. Donc je l'examine, je prends mon temps, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre équipe. Je fais mon observation, je palpe, je regarde, et puis je fais un traitement. Avec toujours, en traitement de fond, plantes, sous forme de teinture, des compositions sur mesure, faites par le pharmacien, qui est fait pour ça et qui aime bien ça lorsqu'il aime son métier. Et Dieu merci, il y en a, en France et en Suisse, j'en quitte tout à l'heure. Y en a-t-il beaucoup? Là, j'ouvre une parenthèse, car j'allais justement vous poser la question ensuite. Y a-t-il beaucoup de pharmaciens qui peuvent vous suivre? Oui, s'ils le veulent. S'ils aiment leur métier, s'ils se considèrent comme des vrais pharmaciens, c'est-à-dire qu'ils aiment leur métier, ce qui les intéresse, c'est pas tellement de sortir une petite boîte qui coûte très cher derrière leur dos. Ils aiment très bien revenir à leurs études, à faire des préparations qui sont des subtilités. Ils aident le malade, ils aident le médecin. Nous avons une très bonne collaboration. Mais pour répondre à votre question, imaginons en France, il y a 17 000 pharmaciens. J'en connais, enfin je ne les connais pas tous, mais j'en connais 200 qui sont passionnés de leur métier, qui font partie des plus grandes pharmacies, les plus renommées de France. Ce qui est tout à fait favorable pour les malades. En Suisse, j'en connais aussi. Et je vous dis, j'en quitte tout à l'heure. Et je pense bien à eux en ce moment. Eh bien, nous faisons donc un traitement avec teinture de ci, de ça, des essences aromatiques, et nous donnons, suivant le cas, 25, 30 gouttes ou 40 gouttes dans un demi-verre d'eau tiède. Les essences aromatiques doivent être prises en milieu chaud ou tiède, ça agit plus vite. 30, 40 gouttes. Moi, personnellement, je pourrais en prendre une cuillerée ou deux à café, je peux les supporter, sans effet nocif, ou secondaire. Nocif, c'est un grand terme. Mais en général, je tâte le terrain et je donne 30 gouttes 2 ou 3 fois par jour. Et puis, je dis bien encore du magnésium, de l'iode, suivant les cas. Alors voilà ce qui m'arrive assez souvent. Ce qui m'arrivait assez souvent. 2 jours plus tard, le malade ou la malade que j'avais vue, 2 jours plus tôt donc, me téléphone: docteur, vous vous souvenez de moi? Je ne me souviens pas toujours, mais enfin, je me fais apporter le dossier. Et alors oui, évidemment, je me souviens bien de vous. Il y a 25 ans, vous étiez malade, et puis évidemment, vous avez eu beaucoup de choses, vous avez eu du mal à les supporter, vous avez eu beaucoup de troubles. Oui, je n'allais pas très bien quand je suis venu vous voir il y a 2 jours. Oui, je m'en souviens. Eh bien maintenant, ça ne va plus du tout. Ah bon? Ah bon? Alors je sais ce que je leur donne, puisque j'ai la fiche devant moi. Je leur dis: vous diminuerez les doses de plantes de moitié. 30 gouttes, c'était déjà pas beaucoup. Je les passe à 15. Et je leur dis: vous prendrez 15 gouttes 3 fois par jour, pendant une semaine. Et vous reviendrez à la dose initiale, et vous m'avertissez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en général, tout était rentré dans l'ordre. Donc les effets secondaires sont possibles, mais ils ne durent pas. Comment vos confrères vous considèrent-ils, Jean Valnet? Pas trop mal, merci. Il fut un temps, il y a une vingtaine d'années, on me considérait comme, plus qu'un franc-tireur, comme un révolutionnaire, un empêcheur de tourner en rond. Dieu merci, à force, j'ai rencontré un tas de médecins et de pharmaciens et professeurs de toutes les facultés qui pensent comme moi, ou je pense comme eux, disons le même comme on veut. Et actuellement, nous avons plusieurs associations de médecins qui œuvrent de cette façon, c'est-à-dire qui entendent, dorénavant, traiter leurs malades au mieux, utiliser les traitements les plus actifs et qui soient le moins nocifs. Mais ces médecins sont encore rares, sincèrement. Oui, c'est-à-dire que si je mets à part les homéopathes, je ne suis pas homéopathe, mais je tire mon chapeau toujours devant les homéopathes de qualité. On estime en France, pour prendre le cas de la France, que je connais mieux qu'ailleurs, on estime qu'il y a 1000 homéopathes qualifiés et 3000 qui ont mis homéopathe sous leur nom, bien qu'ils ne soient pas tellement qualifiés. Alors, on met 4000 médecins tout de même qui se méfient des médecines de synthèse agressive. Mettez à peu près 1000 autres qui utilisent les plantes, essences aromatiques, parce que les homéopathes, de toute façon, utilisent beaucoup l'aromathérapie depuis que je l'ai relancée, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, et surtout à la suite de mon bouquin Aromathérapie qui est publié en 1964, et qui en est à sa 7e édition à ce jour. Eh bien, donc mettons 5000 médecins, 6000 si vous voulez, sur 60 000, ça fait un dixième. C'est pas trop mal pour un départ. Vous parlez de vos livres, Jean Valnet. Peut-on, avec ces livres, se soigner seul, sans avoir recours aux médecins? Pas toujours. Mes bouquins ont été construits pour aider le plus possible l'usager, le lecteur. Je n'ai pas tellement fait mes bouquins pour les médecins ni les pharmaciens. Moyennant quoi, ces bouquins-là se trouvent dans toutes les facultés.
Mais je n'ai pas travaillé pour les professionnels, j'ai travaillé pour le lecteur, pour l'aider. Et vous savez, ce qui m'a inspiré quand j'ai commencé, eh bien, j'ai pensé aux gens qui sont isolés dans des forts, dans le Sahara, au Tonkin, et sur les bateaux, où ils n'ont pas toujours de médecin. Il faudrait peut-être qu'ils aient des livres faciles à consulter. Évidemment, il faut qu'ils aient le traitement à côté. Donc, j'ai essayé d'être très précis et très simple. Lorsque le diagnostic est fait, c'est là où je veux en venir, lorsque le diagnostic est fait, le malade sait ce qu'il peut faire. Il sait évidemment que s'il est trop grave et qu'il est isolé dans un fort et qu'on ne peut pas le rapatrier par avion, qu'il risque des ennuis. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de maladies, même longues, douloureuses ou assez graves, mais qui sont du ressort précisément de nos thérapeutiques, il peut se soigner à condition d'avoir le matériel à côté. Alors, pour répondre à votre question d'une façon précise, on peut parfaitement utiliser mes bouquins, comme d'autres, moi je ne travaille pas uniquement pour mon sein, hein. On peut utiliser ces bouquins-là parfaitement à condition qu'un diagnostic précis ait été fait au départ. Par un médecin. Absolument. Il n'y a que lui, il n'y a que le médecin qui est qualifié, on l'a instruit pour ça, pour faire un diagnostic.
Vous soignez par les plantes, donc, Jean Valnet, je le rappelle encore une fois. Vous avez également publié plusieurs livres, mais vous n'êtes pas le seul. Et en disant cela, je ne pense pas à d'autres médecins, mais plutôt à des guérisseurs, à Maurice Mességuet ou à André Besson, pour ne citer que les plus connus. Y a-t-il du guérisseur en vous, Jean Valnet? Je pense. En tout cas, les journalistes l'ont dit, et je n'en suis pas vexé. Au contraire, si je veux rappeler les paroles du professeur René Le Riche, qui est bien connu, qui est mort maintenant, mais qui était un grand as du Collège de France, spécialiste dans les histoires artérielles, et en particulier c'est lui qui a opéré le roi George V ou VI, je m'en souviens plus, je me perds dans les numéros. Eh bien, le professeur Le Riche disait que le plus grand honneur qu'on pouvait faire à un médecin, c'était de le qualifier de guérisseur. Et le professeur Klotz, actuellement en fonction à l'Université de Paris, a dit encore récemment la même chose. Alors on m'a appelé, oui, souvent médecin, guérisseur. On mettait médecin avant, ce qui ne me gêne pas non plus, parce que je suis tout de même encore médecin, et toujours. Admettez-vous le pouvoir de certains guérisseurs, Jean Valnet? Ah oui, mais alors voilà, Jacques Beaufort. Le pouvoir de certains guérisseurs, si ce sont des messieurs qui se contentent de donner des tisanes, normalement, le médecin doit être plus fort qu'eux. Ou alors, qu'on supprime la faculté. Et d'une. Mais alors je mets à part le magnétiseur, celui qui a un magnétisme curatif. Alors, pour moi, le magnétiseur n'est pas un guérisseur. C'est un appareil d'électricité, et il y a des cas sensationnels dans tous les pays, mais je vais citer simplement celui de France de Toulouse à la Loufe, qui a été envoyé en correctionnel à plusieurs reprises, mais la dernière fois, il y a environ 6 ou 7 ans, et les journaux ne se sont pas privés, les journalistes ne sont pas privés d'en faire état parce que c'était magnifique, eh bien, il a été relaxé parce que de nombreux médecins et professeurs de facultés de la région de Toulouse et d'ailleurs sont venus dire à la Loufe m'a soigné et m'a guéri. Donc le magnétiseur, pour moi, a toute ma considération. Quant aux guérisseurs qui se contentent de vendre des plantes, alors là, je peux faire. Il y a beaucoup de charlatans parmi ceux-là? Fatalement. On estime pour un pays comme la France, parce que je ne connais pas encore assez la Suisse, je ferai ma petite enquête un jour, on admet pour la France qu'il y a à peu près 40 000 guérisseurs, mais des grands et des petits, forcément. D'ailleurs, dans tous les villages, il y a presque un guérisseur. Une grand-mère était guérisseuse, finalement. Eh bien, parmi les 40 000, il y en a une dizaine ou une vingtaine qui peuvent avoir une qualification. Les autres, on en a beaucoup moins, et puis il y a à côté beaucoup de charlatans, hélas. Si vous n'aviez pas pu être médecin vous-même, Jean Valnet, auriez-vous pu être guérisseur? Eh bien, j'aurais essayé de faire ma grand-mère, mais j'aurais pas pu être sage-femme comme elle, mais je me serais dirigé tout de même vers un métier paramédical, parce que j'aime assez ça, on le sent, plus ou moins. Si, j'aurais été, je pense, ennuyé de ne pas être médecin ni chirurgien, parce que c'est tout de même quelque chose d'agréable, on pense qu'on rend service. Ce sont des métiers tout de même qui demandent réflexion, ce sont des métiers durs. Il faut tout de même avoir un minimum de vocation, sans mettre vocation dans un grand nuage d'éther. Mais il faut tout de même sentir qu'on peut faire ce métier. Vous avez vous-même toujours voulu être médecin? Ah, toujours. Ouais. Lorsque vous étiez enfant déjà? Absolument, mais là c'est une anecdote parce que ce qui m'étonnait, c'est quand notre vieux médecin de famille venait examiner mon frère ou ma sœur, il écoutait dans le dos quand ils étaient enrhumés, et puis il s'asseyait, il faisait une ordonnance, et puis il s'en allait, et puis... Alors moi j'étais tout de même étonné. Alors dès que le médecin était parti, moi je m'approchais de mon frère ou de ma sœur, qui était plus jeune que moi, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, et j'écoutais dans le dos, puis je disais, comme le médecin, tous, respire, fait 33, enfin vous voyez, puis j'entendais rien. Alors un jour, mon père, je disais, je continue, alors moi j'affaiblissais, je fatiguais mon frère et ma sœur. Alors mon père m'arrêtait, il me disait, si tu veux écouter tout ça, eh ben, tu seras médecin et puis tu sauras tout. Et ça m'avait frappé. Et je donne ma parole que c'est vrai. À ce moment-là, j'ai dit, il faut que je sois médecin pour savoir ce qu'on écoute dans le dos. Amusant quand même. Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin militaire, Jean Valnet? Parce que je sors d'une école militaire, le Prytanée militaire de la Flèche, et qu'au Prytanée militaire de la Flèche, qui est une école qui forme les Saint-Cyriens, les polytechniciens, l'école navale, l'école de l'air, elle forme des médecins aussi. Donc ma ligne normale, c'était de faire la médecine de l'armée. Parce que j'ai suivi la ligne, donc encore une fois, je ne me suis pas posé de questions. Il y a beaucoup de gens, hélas, et puis je les plains assez, qui sont obligés de se poser des questions tout le long de leur vie. Moi pas, finalement. J'étais dans une école militaire à la Flèche au Prytanée, boum, me revoilà à l'école de santé, paf, je me retrouve sous les ordres d'un professeur qui m'apprend à traiter magistralement, à faire des formules. Ma grand-mère sage-femme qui traitait avec les plantes, et je l'ai vu opérer des guérisons spectaculaires. Ah ben j'ai dit c'est fabuleux, donc je ne me suis pas posé de questions. Les médecins militaires n'ont-ils pas souvent très mauvaise réputation? Dans le temps, vous savez, Jacques Beaufort, que le médecin militaire, tout au moins en France, était considéré comme un excellent joueur de bridge, un bon cavalier. Sorti de là, aspirine pour les corps aux pieds, et puis en gants pour les maux de tête, voyez. Depuis, non.
Depuis, il y a de nombreux professeurs de faculté militaires et professeurs de faculté civiles venant du militaire, et il y a toujours actuellement à l'Académie de médecine plusieurs médecins de l'armée. Il faut le dire, Jean Valnet, vous avez fait plusieurs spécialités, la chirurgie, la psychiatrie, la médecine légale, la microbiologie. Pourquoi toutes ces spécialités? Bien parce que je pensais qu'il fallait faire un peu tout ça pour être plus complet possible. Mais par exemple, la psychiatrie, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé la psychiatrie comme spécialiste de psychiatrie. D'ailleurs, la psychiatrie est une spécialité extrêmement difficile et pour ça qu'elle a mauvaise presse. Et en général, quand un malade est mis dans les mains des psychiatres, je le plains énormément. Et j'ai écrit dans plusieurs de mes bouquins, et je le redis souvent en conférence, que la plupart des malades qu'on envoie au psychiatre sont du ressort du médecin généraliste. Parce qu'un insomniaque, eh bien, il n'a plus de sommeil, peut-être parce qu'il est fatigué, parce que sa femme ou sa belle-mère l'ont embêté, et l'inverse étant vrai. Il peut avoir des maladies de foie, une douleur gastrique. C'est quand même pas du ressort du psychiatre. Un médecin généraliste va se pencher sur l'estomac, va se pencher sur les ovaires, va se pencher sur la vie familiale ou professionnelle, et on verra que cette personne insomniaque peut être traitée autrement qu'avec des bénédictions de tranquillisants des psychiatres habituels. Ça, c'est même plus moi qui le dis, puisque c'est officiel, à nouveau. Vous voyez, on a fait quand même des progrès dans l'officialité. Hein. Donc, j'ai fait tout ça parce que je voulais être le plus complet possible. Et quand on a fait de la microbiologie, on sait ce que c'est qu'un microbe. Quand on a fait de la psychiatrie, on a une meilleure approche. La médecine légale, c'est tout de même important. Évidemment, on n'était pas obligé de faire tout ça. Moi, j'ai fait ça en plus. Je ne me le reproche pas. Peut-on soigner certaines maladies mentales par les plantes, Jean Valnet? Oui, mais maladie mentale, ça demande tout de même une explication. Maladie mentale, la maladie mentale caractérisée pour laquelle on a des diagnostics vaseux, il y a encore des maladies mentales qui sont au-dessus de nos ressources. Celles-là, qu'on donne n'importe quoi. Hélas, c'est la même chose. Mais pour ce qu'on appelle quelquefois maladie mentale, un petit grain, par exemple, une lubie, les fantaisistes, oui, les plantes sont faites pour ça, et j'en citais quelques-unes. La valériane, on sait que c'est un excellent produit pour favoriser ou rétablir le sommeil. Mais ce n'est pas comme les tranquillisants, ce n'est pas un produit qui va vous mettre par terre, qui va vous abattre, parce que c'est un régulateur des neurones, des cellules nerveuses. J'en dis autant du mélilo, du lotier, presque de la passiflore, et bien d'autres plantes encore. Donc, on peut soigner des désordres mentaux, tout de même bénins, n'est-ce pas? Laissons de côté la vraie psychiatrie, vis-à-vis de laquelle nous sommes actuellement démunis encore, malheureusement. Pourquoi, en 1959, avez-vous quitté l'armée, Jean Valnet? Parce que j'estimais que j'avais autre chose à faire, et j'avais déjà commencé ces études donc d'aromathérapie, de phytothérapie et autres techniques, autres procédés n'ayant rien à voir avec les plantes, et que j'avais déjà une équipe, et que pour mieux travailler en toute liberté, je devais quitter l'armée. Alors j'ai été élu conseiller municipal dans un de mes bleds de Franche-Comté, et il y a une loi en France qui nous permet de quitter l'armée pour remplir notre mandat électoral. Alors aussitôt je me suis installé et j'ai pu fonctionner tel que je l'ai voulu. Vous aviez le sentiment d'être chargé de mission? Oh, c'est peut-être un grand mot, Jacques Beaufort. J'ai parlé de vocation tout à l'heure, mais en vous disant qu'il ne fallait pas entourer ce mot-là d'un trop grand nuage d'éther. Une mission, peut-être un peu quand même au fond. Hein. Vous avez écrit des livres, vous donnez des conférences? Non. Je ne dirais pas non. Écoutez, vous avez une mission d'information. Et tout le monde vous écoute d'une façon extraordinaire, puisque je vous ai écouté souvent. Et je pense que si vous n'aviez pas cette notion de mission en vous, Jacques Beaufort, vous ne seriez pas là. Alors je pense que moi aussi, confusément, je me sens avoir une mission, comme certains écrivains, je pense à Maurice Métral d'ailleurs, dont les bouquins sont tellement appréciés, j'en parle souvent, sûrement il a une mission, même s'il ne sent pas qu'il l'a. On le dit, on le redit, on l'écrit, on le clame, même un peu partout, peut-être même un peu trop. Notre alimentation est de plus en plus trafiquée. Luttez-vous personnellement, vous Jean Valnet, contre cet état de fait? Oui, en signalant d'abord, autant que je peux le faire comme mes amis journalistes, parce que je me considère comme journaliste aussi, et c'est un honneur pour moi. En dénonçant ces pratiques-là. Et effectivement, plus les journalistes et les scientifiques et les spécialistes attireront l'attention des pouvoirs publics sur ces pratiques honteuses, qui sont d'ailleurs défendues par la loi, mais c'est le professeur Truot, le grand toxicologue français de l'Académie de médecine, qui l'a dit il y a de nombreuses années, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tous les éleveurs d'animaux, et on ne peut pas mettre un gendarme et un employé du service des fraudes derrière tous les agriculteurs. Alors les lois sont bien faites dans le fond, mais malheureusement elles sont violées constamment. Alors il est certain, c'est que le grand nombre d'allergiques qu'on a formés dès l'enfance, puisqu'il y a des bébés, des nourrissons qui sont déjà allergiques, c'est parce qu'on leur a donné à manger des produits contenant des hormones ou des antibiotiques et que ça suffit pour allergiser un individu. Il est anormal qu'une piqûre d'antibiotiques banale puisse tuer un enfant de 2 ans et demi.
Et normalement, bien sûr, il existe des incompatibilités. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en médecine. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Tous les médecins devraient avoir ça à l'esprit. Malheureusement, on ne leur apprend pas en faculté. Là encore, il faudra que les enseignements soient modifiés. Alors on fabrique des allergiques à cause de l'alimentation. C'est connu, patent, prouvé, reconnu partout. Est-il vrai, Jean Valnet, que les enfants naissent aujourd'hui pratiquement empoisonnés? Oui, malheureusement. D'abord, par les femmes qui fument lorsqu'elles portent leur enfant. C'est reconnu. Et une anecdote assez amusante, c'est pas une anecdote, c'est un fait précis. Dernièrement, une mère pakistanaise a accouché d'un bébé très bien constitué d'ailleurs, mais il sentait l'ail, le vrai aioli. Et bien parce que la mère mangeait de l'ail à longueur de journée. Vous voyez qu'un enfant peut absorber dans ses tissus par l'intermédiaire du placenta et de l'amnios, il absorbe aussi bien les essences d'ail que la fumée, la morphine, c'est connu. Les femmes qui se droguent, lorsqu'elles accouchent, l'enfant est endormi, on a du mal à le réveiller, l'enfant met beaucoup plus de temps à se réveiller. Donc l'enfant est souvent intoxiqué, suivant ce que sa mère fait au départ. Vous déconseillez le tabac vous-même, Jean Valnet? Oui. Vous fumez pourtant. Malheureusement, oui, mais je ne suis pas un saint, vous voyez, je ne peux pas tout faire, ou ne pas faire. Quelles sont actuellement, selon vous, les nourritures les plus trafiquées? La viande? Absolument, oui, c'est certain. Alors le veau en batterie, mais hélas, tout le monde le sait. Les poulets, on a interdit les hormones. D'ailleurs, elles coûtent trop cher, donc on ne donne plus des hormones aux poulets, mais on leur donne des saloperies quand même, puis on leur donne un peu de grain pour pouvoir dire que ce sont des poulets au grain. Mais les législations sont très bien faites actuellement, elles deviennent de plus en plus précises. Mais le veau en batterie, c'est quelque chose d'innommable, il suffit de les voir. Les poulets en batterie aussi, c'est terrible. On les fait pondre à coups de lumière électrique, enfin, vous voyez le travail. Donc c'est des animaux déjà malades en eux-mêmes, et on mange de la viande malade. Ils sont nourris aux antibiotiques? Oui, les aliments supplémentés, bien sûr, parce que vous savez au départ comment ça s'est passé, hein, Jacques Beaufort, vous vous souvenez, parce que vous avez étudié cette affaire il y a longtemps aussi. C'est un médecin d'ailleurs qui, faisant des recherches, avait trouvé que en donnant des antibiotiques à un animal parce qu'il était malade, il grossissait. Ah, vous pensez, si les éleveurs se sont dit, eh bien on va donner des antibiotiques, puis on va faire du cochon bien gras, rapidement. Oui, mais le cochon bien gras, rapidement, il est nocif pour la santé. D'abord, il n'a pas de goût. C'est dégueulasse à manger. Moi, personnellement, il y a longtemps que j'en mange plus, sauf à la campagne. Quand je sais comment il était nourri, prochainement, d'ailleurs, on fait un dîner de cochon, mais je sais d'où il vient, le cochon. Alors, je ne mange plus de cochon, je ne mange plus de veau, ça ne me gêne pas d'ailleurs. Le bœuf est encore un peu trafiqué, mais enfin, tout de même, j'en vois tout de même partout dans les pâtures, dans les prés, on peut encore. Le cheval est certainement le moins trafiqué. La chèvre aussi, bien sûr, et le mouton, parce que ça se nourrit tout seul. Donc on doit faire quand même attention aux viandes qu'on mange. Alors personnellement, moi qui ne suis pas végétarien, parce que je me soigne personnellement et ma famille et tous mes malades par les plantes au départ, comme je l'ai dit, mais je ne suis pas végétarien. Je pense, et je l'ai dit souvent, que le végétarisme à outrance est un non-sens. Certaines personnes se trouvent beaucoup mieux en faisant du végétarisme, mais partiellement, ou pour un temps limité. Mais le végétarien, d'une manière générale, devrait augmenter son alimentation par des protéines animales, le poisson, bien que, bien sûr, dans certaines régions, il y a du mercure aussi. Enfin, nous sommes dans une civilisation remarquable, comme nous pouvons voir. Alors, que faut-il faire, Jean Valnet? Le mieux possible, se protéger le mieux possible, d'avoir des bons commerçants, savoir que son boucher se nourrit, s'approvisionne chez des éleveurs qui élèvent encore leurs animaux selon le mode ancestral. Il faut connaître des maraîchers qui cultivent sans engrais chimiques, ça existe. On se donne évidemment beaucoup plus de mal. Alors évidemment, oui, peut-être pensiez-vous à me dire ça, mais je suis un peu bavard. Alors évidemment, beaucoup de magasins diététiques en France tout au moins. Je ne parle pas de la Suisse, je ne connais pas assez. Bien que j'y vienne souvent, que j'ai de nombreux amis. Alors en France, il s'est créé un commerce parallèle de diététique. On vous vend des patates 3 fois plus qu'ailleurs, mais elles proviennent de la même chose. Vous connaissez les enquêtes de 50 millions de consommateurs et de Que Choisir, c'est vrai. Donc il y a une escroquerie. Alors ça aussi, je suis de ceux qui la dénoncent. Il faut aussi éviter l'abus des médicaments? Ah, formel. Quand on pense qu'un malade sur 7 est hospitalisé pour être malade non pas d'une infection mais d'un médicament, c'est sûr qu'il faut éviter les médicaments. Alors, il s'agit de savoir si les plantes d'entretien ou les plantes préventives sont des médicaments ou non. Eh bien, ils sont les deux. Et les plantes dont on connaît bien la composition, dont on connaît les propriétés, donc les indications, les résultats, peuvent être pris à longueur d'année, d'ailleurs, dans le temps. Et il n'y a pas encore si longtemps, et encore aujourd'hui, dans les campagnes, la pratique de la tisane et des bouillons de légumes est restée valable. Or, tout de même, en général, à la campagne, on se porte un peu mieux. On pourrait dire que l'air est moins pollué, possible, bien qu'il paraisse. Dernièrement, un article a été pondu là-dessus. Il paraît qu'à Paris, les Parisiens
lorsqu'ils rentrent de week-end au grand air, ils sont plus fatigués que ceux qui restent. Alors, je veux bien, moi, faut faire des papiers de temps en temps, il faut amuser le lecteur. Hein. Mais enfin, il est certain, c'est que l'air pollué a tendance à fatiguer. Cette augmentation effroyable des bronchites chroniques est due bien sûr au tabac, mais surtout à l'air pollué. J'en ai parlé dans mon journal. Vous savez, j'ai le journal du Docteur Nature qui est un trimestriel. Dernièrement, je suis revenu à plusieurs reprises sur cette maladie chronique respiratoire qui touche déjà les enfants. Or, les enfants ne fument pas. C'est l'air pollué des villes qui leur vaut ça. Alors, évidemment, si on veut se protéger au mieux, manger le mieux possible en prenant des précautions, c'est évident, savoir où s'approvisionner. Vivre quand même de temps en temps au grand air le mieux possible. Et puis se drainer chaque jour par la pratique de la tisane du matin ou du soir. Personnellement, depuis 15 ans, toute ma famille et moi-même, et mes amis et mes malades, sont à l'infusion, tantôt l'une, tantôt l'autre, toute l'année, tous les soirs. Car la nature reste, selon vous, le laboratoire le plus perfectionné du monde. Il n'y a pas de doute, on n'est pas capable de refaire une carotte par voie de synthèse, on n'y est pas arrivé. On ne connaît pas encore tous les constituants de l'arôme du café, puisqu'on vient encore d'en découvrir, on en est à 608. Donc aucun laboratoire ne peut refabriquer le café, le chou, la carotte, aucun légume. Il faut toujours faire confiance à la nature. Pas toujours. Et justement, un bouquin est paru dernièrement d'un professeur de la faculté de médecine de Paris, son nom m'échappe, je crois que c'est de Lavaux, qui a parlé des plantes toxiques dont il fallait se méfier. Mais en pratique courante, ce sont les médecins qui prescrivent les plantes toxiques. Parce que si un usager va trouver le pharmacien en lui disant « donnez-moi de la digitale, du strophanthus, de l'aconite », le pharmacien dira « non, ça, nous n'avons pas le droit, ce sont des plantes toxiques ». Donc ce sont des plantes véritablement médicamenteuses. Et alors, pour montrer d'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, et je la referme rapidement, pour montrer que les plantes sont encore actuellement et toujours les vedettes au point de vue thérapeutique, c'est que le traitement majeur des maladies cardiaques, qu'est-ce que c'est encore à ce jour ? C'est l'extrait digital, qui est une plante. Le médicament de fond, le seul valable, le plus puissant actuel, c'est le dérivé du colchique. Le colchique est une plante. Ça, c'est admis par tout le monde, et même pas par les médecins de mon équipe ou qui pensent comme moi. C'est connu, enseigné en faculté. Au moins, c'est enseigné en faculté. Heureusement qu'on n'a pas trouvé quelque chose pour remplacer le digital, parce qu'on ne parlerait plus de plantes en faculté. Et puis, une dernière pensée qui me vient, mais c'est le professeur Paris, le président actuel donc, de l'Académie nationale de pharmacie en France, qui l'a dit. Curieusement, c'est la pénicilline en 1940-44 qui a relancé la phytothérapie. Curieusement. Et pourquoi ? Parce que la pénicilline, c'est un dérivé d'une moisissure. Et la moisissure, c'est du naturel. Alors, à l'époque, que la pénicilline était d'extraction purement végétale. Il n'y avait pas d'allergie. Mais on a fait des pénicillines, des dérivés qui ont donné des allergies et des accidents. Donc le naturel, dans ce cas-là, a été bénéfique et supérieur au synthétique. Vous vous soignez, vous, régulièrement? Vous parliez de tisane il y a un instant, Jean Valnet. Vous vous soignez régulièrement, donc par les plantes. Vous devez beaucoup aux plantes? Oui, beaucoup. Parce que, vous savez, Jacques Beaufort, vous ne savez pas que je suis de l'Académie Rabelais. Alors, évidemment, je suis amené à faire des festivités de temps en temps, parce que même quand nous partons en tournée d'études, nous sommes reçus somptueusement, et qu'on ne peut pas toujours refuser pour rester poli. Mais chaque soir, même à l'hôtel, je me fais faire mon infusion. Et c'est, à mon avis, c'est grâce à cette pratique que jusqu'ici, toujours du bois, il y en a, Dieu merci, que je me tiens encore à peu près. Quel âge avez-vous? Ah, j'ai 55 ans tout de même. Vous êtes aujourd'hui un homme connu, un homme célèbre, vous avez publié plusieurs livres, vous donnez des conférences un peu partout dans le monde. Comment accueillez-vous cette célébrité, Jean Valnet? Ah, elle n'a pas l'air de me toucher beaucoup, comme vous voyez, parce que la célébrité, finalement, c'est une notion que je ne connais pas, elle m'est étrangère. Célébrité, vous êtes gentil pour moi, Jacques Beaufort, parce que, célébrité, mettons que vous m'auriez dit simplement, vous êtes bien connu, ça me suffit. J'ai horreur de l'homme ou de la femme qui se disent, moi je suis quand même quelqu'un de pas comme les autres. Hein. Vous êtes le docteur nature. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas loyal. Et je suis très content d'être plus connu par des travaux qui, je le pense, sont dans le but d'être utiles. C'est ça, en définitive, parce qu'on peut écrire n'importe quelle connerie, ça. Mais pour être utile au maximum, il faut tout de même déjà serrer les questions. C'est ce que j'ai voulu faire et ça, je pense que j'ai voulu le faire parce que j'y avais pensé. Cette célébrité, en fait, vous permet de diffuser vos idées. Ah, c'est oui. cela qui est important. C'est pour moi uniquement. C'était le premier mobile et ça le reste encore aujourd'hui.
Et c'est pour ça que je ne saurais avoir trop de gratitude pour des hommes comme vous qui m'accueillez à votre micro. Comment réagissez-vous, Jean Valnet, lorsque l'on vous appelle Docteur Nature? C'est vous d'abord qui vous êtes appelé ainsi? Ah non! Ça, c'est le titre d'un bouquin que j'ai publié chez Fayard. Et vous savez ce que c'est? En général, on a fini le bouquin, le titre n'est pas trouvé. Et un jour, je rentre chez moi, et le bouquin était imprimé déjà. Et ma femme, Arlette, qui doit être à l'écoute quelque part par là, me dit, tu sais, on a trouvé le titre de ton bouquin. Ah bon? C'est ton ami Philippe Edoui, qui est d'ailleurs producteur de son côté à Paris, qui a dit, j'ai trouvé Docteur Nature. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai même trouvé que c'était moche. Il paraît que c'était génial. Alors je m'y suis habitué. Merci, Jean Valnet. Il me faut encore ajouter que vous signerez vos livres demain après-midi à la pharmacie Gros-Claude de Rive à Genève dès 14h et que vous donnerez une conférence le mardi 28 à Sion et une autre le 30 à Yverdon. Prochain rendez-vous lundi 17h en question avec Jean Ziegler.